Ok, bonsoir à tous. Donc moi dernièrement j'ai essayé de tricher sur CSGO. Donc on va voir comment ça se passe, comment on fait, quels sont les problèmes et comment on les résout. Ok, donc pour ceux qui ne connaissent pas, donc CSGO c'est Counter-Strike Global Offensive, un jeu développé par Valve sorti en 2012 qui repose sur le Source Engine. Donc Source Engine, moteur sorti en 2004 qui a subi une mise à jour en 2013. Donc la mise à jour elle rajoute des features qui vont entre autres nous aider à bien tricher plus fort. Donc du coup c'est un jeu actif, c'est toujours marrant de tricher sur un jeu qui est pas mal joué. Donc du coup au 4 juillet 2015 il y a plus de 5 millions de sous qui ont été générés via les différents events online et offline. Donc FPS classique, voilà. Ok, donc c'est quoi le but du jeu? Alors qu'est-ce qu'on aimerait avoir? On aimerait avoir un aimbot, c'est-à-dire de pouvoir viser automatiquement un ennemi quand il apparaît sur l'écran. Ça peut être cool. Après, on voudrait avoir son cousin, le triggerbot, c'est-à-dire que dès que notre viseur est sur un ennemi, un tir est déclenché. C'est-à-dire que si on mêle un aimbot et un triggerbot, bah, vous avez plus rien à faire, quoi. Le viseur vise automatiquement l'ennemi et tire dessus, quoi. On aimerait bien avoir un no-flash. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que sur Counter-Strike, vous avez ce qu'on appelle des grenades flash. Donc du coup, quand un ennemi vous lance une grenade flash, votre écran il devient tout blanc, vous voyez strictement plus rien, vous êtes vulnérable, on veut absolument enlever ça, quoi. On aimerait bien avoir un Wallach, donc voir les ennemis à travers les murs, ça peut être utile. Un ESP, c'est comme un Wallach, mais avec des informations supplémentaires. Donc du coup, typiquement, on va voir l'ennemi à travers les murs, mais avec des informations de type sa vie qu'il a actuellement, l'arme qu'il porte actuellement, ça peut être des informations utiles. Un radar hack, donc en fait je reviens à la salle précédente, en fait vous avez un radar en haut à gauche qui affiche vos alliés et vos ennemis, mais uniquement dans le cas où l'ennemi est dans votre visuel. Donc nous, ce qu'on voudrait bien, c'est qu'on voie les ennemis tout le temps, même s'il est à l'autre bout de la map et que personne ne le voit, qu'il y a un point rouge pour nous dire « Hey, il est là ». Voilà. Donc c'est le but du jeu. Alors, donc du coup, comment est-ce qu'on pourrait faire? Donc la première méthode qu'on peut penser, ça serait de patcher le point texte. On change la logique du jeu, on change le code du jeu. Par exemple, imaginons, on prend un exemple, imaginons que quand vous preniez une flash, une fonction est appelée pour mettre votre écran tout blanc, quoi. Bah, par exemple, ce que vous voudrez faire, c'est modifier la première instruction pour la remplacer par un ret, et donc du coup, votre écran ne devient jamais blanc et vous bypassez ça. En réalité, ça se passe pas du tout comme ça, donc voilà. Mais pour prendre un exemple qui marche, quand vous allez acheter une arme, par exemple, donc vous avez de l'argent, quand vous allez acheter une arme, votre stock d'argent, il va diminuer. Il y a une fonction qui va être appelée. Donc du coup, si vous trouvez la fonction qui est appelée et que vous patchez l'instruction qui est écrite en mémoire dans l'adresse mémoire de votre argent, si vous la nopez, bah, du coup, votre argent il n'est jamais modifié, vous achetez des armes et vous ne perdez pas de sous. Voilà. Après, sinon, ce qu'on pourrait se dire, c'est qu'au final, tous les attributs du joueur, ils sont en mémoire. Sa position, sa vie, tout ça, ça va être en mémoire. Également, la position des ennemis. En fait, on pourrait se dire que le serveur nous envoie que la position des ennemis qu'on voit. Mais en fait, non. Parce que le problème, c'est que si on a des problèmes de latence, donc si un ennemi a du ping, ce qui va se passer, c'est qu'il va commencer à se téléporter devant vous, donc vous allez rager. Donc en fait, ce qui est mis en place, c'est qu'il y a un système d'interpolation pour avoir un mouvement naturel. Donc du coup, à tout moment, vous avez toutes les positions de vous et des ennemis en mémoire, quoi. Il suffit de trouver où. Donc là, tout le problème, bah, c'est justement ça. Ça va être de trouver les bonnes adresses. Ça va être de trouver, bah, c'est où, quoi. Voilà. Le problème, c'est que donc les objets en mémoire, ils vont être alloués dynamiquement. Je veux dire, donc votre joueur courant, c'est un objet C++. Enfin, il va être alloué. À chaque fois que vous allez relancer le jeu, bah, il sera à une position différente, quoi. Donc c'est chaud. Après, ce qu'on voudrait faire aussi, c'est du hooking. Par exemple, typiquement, du hooking sur les fonctions d'affichage pour afficher d'autres choses à nous. Dans le cadre d'un ESP, par exemple, ça peut être cool. Donc du coup, CSGO, comment c'est fichu? Vous avez csgo.exe qui va s'occuper de charger les ressources, charger les textures, les modèles 3D, patati patata, faire des checksums sur son propre binaire. Vous avez client.dll qui contient l'implémentation du source engine, donc tout ce qui va être client. Donc en fait, ce que j'ai mis entre parenthèses, c'est base entity, entity list, local player. En fait, ça va être des classes dans le SDK. Le SDK, il est public, vous pouvez voir le code des classes, en fait. Engine.dll, il va nous permettre dans engine.dll, on va avoir des fonctions qui vont nous permettre de récupérer des handles sur les pointeurs dans client.dll. Dans serveur.dll, on va avoir toutes les routines de communication avec le serveur.
et tout ce qui est IA. Donc voilà. Ok, donc par exemple, tout à l'heure je parlais de l'argent. On sait que l'argent il est en mémoire. Donc on veut savoir où. Alors pour ça on va utiliser un tool qui s'appelle Cheat Engine. Donc le but de Stalk c'est pas de faire une presse de Cheat Engine. En gros Cheat Engine va vous permettre de scanner votre mémoire à la recherche de valeurs. Donc par exemple si on a 10 000 $, vous allez demander à Cheat Engine de trouver toutes les adresses mémoire alignées qui contiennent la valeur 10 000. Donc Cheat Engine il va vous en donner plein parce que dans votre mémoire il y a plein d'adresses qui valent 10 000. C'est comme ça. Et donc du coup ça vous avance pas. Mais en fait Cheat Engine il est intelligent. Ce que vous allez faire c'est que juste après, vous allez acheter une arme, par exemple, à 500 $. Donc du coup, votre argent, il va passer à 9 500. Et vous allez demander à Cheat Engine de vous lister toutes les adresses mémoire qui sont passées de 10 000 à 9 500. Et là, tout de suite, il y en a beaucoup moins. Vous répétez ce process plein de fois jusqu'à trouver vraiment, véritablement, l'adresse mémoire qui contient l'argent. Ensuite, vous pouvez demander à Cheat Engine de placer un hardware breakpoint pour trouver quelle instruction lit cette adresse. Donc du coup, vous allez trouver du code. Ok. Donc là, par exemple, c'est la fonction qui s'occupe, en fait, quand vous allez acheter une arme, de diminuer vos sous. Donc du coup, là, dans EDI, vous allez avoir l'adresse mémoire de vos sous. Ensuite, dans ECX, il va mettre, votre ancien argent moins le prix de l'arme, enfin la nouvelle valeur de l'argent, quoi. Après, il va faire des checks pour vérifier que ce qui se passe, ça a du sens. Et tout à la fin, donc dans EDI, comme je rappelle, on a l'adresse de l'argent. Dans EDI, des références, et il met ce qu'il y a dans EAX. Et dans ce qu'il y a dans EAX, c'est la nouvelle valeur de l'argent. Donc du coup, à la fin, cette dernière instruction, si vous la nopez, votre argent il n'est pas mis à jour. Donc du coup, vous achetez des armes, vous ne perdez pas de sous. Donc voilà. C'est une très mauvaise idée, parce que en fait, le serveur va y avoir des checks serveurs. Faut pas faire ça, quoi. Mais c'est un exemple. Du coup, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va avoir besoin de lire et écrire dans CSGO.exe. Donc pour ça, une méthode, il y en a deux. Une méthode, ça va être de s'injecter dans CSGO.exe. Du coup, quand vous allez vous injecter dans CSGO.exe, vous serez dans l'adresse space et vous pourrez modifier, vous êtes dans l'adresse space, vous modifiez la mémoire comme vous voulez, quoi. Après, on voudrait s'injecter parce que comme ça va nous permettre de hooker certaines fonctions. Donc du coup, pour faire ça, on va devoir se coder notre injecteur de DLL. Voilà. Sinon, deuxième méthode, vous pouvez accéder à CSGO.exe de façon à partir d'un autre processus, à l'aide des API Read Process Memory et Write Process Memory de Windows. Moi personnellement, je code mes cheats de façon interne, je m'injecte dans CSGO.exe parce que du coup, ça me permet d'utiliser les fonctions du jeu en fait. Donc en fait, dans le SDK, il y a tout ce qu'il nous faut pour tricher, donc autant les utiliser, quoi. Voilà. Donc du coup, on doit se coder notre injecteur. Alors comment on fait pour se coder un injecteur de DLL? Donc sous Windows, la méthode classique c'est quoi? C'est l'API load library. Donc load library c'est super simple, ça prend en paramètre le chemin vers votre module à charger. Sinon vous pouvez utiliser LDR load DLL qui est utilisé par load library. Voilà. Donc du coup, ce que vous allez faire, dans le cadre d'un cheat qui accède de façon externe à CSGO.exe, ce que vous allez faire, c'est que vous allez utiliser l'API virtualalloc.x pour allouer de la mémoire dans CSGO.exe pour contenir votre chemin vers votre module. Ensuite, quand vous aurez alloué cet espace, vous allez écrire dedans le chemin, donc votre module, le chemin absolu, quoi. Et ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez utiliser create remote thread pour créer un thread dans CSGO.exe et vous allez le faire démarrer sur load library avec en argument le buffer que vous avez alloué juste avant, où vous avez mis le chemin vers votre module. Donc tout ça, ça marche, ça marche super bien. Le problème, c'est que c'est pas discret du tout. En fait, ce qui va se passer, c'est que vous avez un truc qui s'appelle le PEB, donc la structure PEB. Donc le PEB, c'est une structure qui est sur votre stack, par process. Du coup, ce qui se passe, c'est que vous avez un champ qui s'appelle LDR, de type PEB LDR data. Ça va être une liste chaînée vers tous vos modules chargés. Donc du coup, après, on parlera plus tard qu'il y a un logiciel anti-cheat. Donc, c'est pour ça qu'on se doit d'être discret. Donc du coup, ce qu'il pourra faire, c'est très simple, c'est parcourir la liste chaînée et voir que vous avez injecté un module et le scanner, quoi. Donc du coup, c'est pas ouf. Du coup, en fait, comment ça se passe? En fait, le segment register FS, il va contenir votre TEB et à l'offset 0x30, il va y avoir votre PEB. Donc du coup, pour récupérer l'adresse du PEB sur votre stack, vous faites comme ça. Voilà. Après, pour la parcourir, voilà, c'est super con, quoi, c'est super simple. Donc du coup, là, j'affiche le nom du module qui est chargé et son adresse de base.
dans la mémoire. Donc du coup, pas top du tout. Donc nous, ce qu'on veut faire, en fait, c'est ce qu'on appelle du manual mapping. C'est-à-dire qu'on va prendre notre module et on va l'écrire, on va allouer assez d'espace dans csgo.exe pour injecter tout notre module dans csgo.exe. Voilà. Le problème, en fait, c'est que load library, il faisait plein de trucs pour nous. Comme par exemple, patcher les relocations. Donc on va voir juste après dans quoi ça consiste. On va devoir charger les dépendances nous-mêmes, parce que, encore une fois, load library, il le faisait pour nous, mais là, là on fait tout nous-mêmes, quoi. Patcher les imports. Et donc au final, voilà, c'est plus discret que load library. Surtout qu'en plus, ce que vous pouvez faire, c'est que quand vous chargez en mémoire votre image, votre module, ce que vous pouvez faire, c'est remplacer le header PE par des zéros, comme ça, parce qu'en fait, ce que va faire VAC, quand il va scanner votre mémoire, il est à la recherche d'images PE. Donc ce qu'il va faire, bêtement, c'est chercher des magic numbers, des signatures de PE. Donc du coup, si vous l'effacez, c'est plus dur. Voilà. Alors, là, je vais parler du problème des relocations. Donc en fait, sous Linux, les bibliothèques dynamiques, donc les .so, elles utilisent, donc c'est des elfs, elles utilisent du code en position indépendante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous prenez votre .so, vous le chargez n'importe où dans votre adresse space, ça va marcher. Parce que les adresses absolues seront relatives à RIP, tout ça, tout ça. Le problème, c'est que les DLL, les PE, ça se passe pas du tout comme ça. Elles ont une adresse de base par défaut, et toutes les adresses absolues vont être par rapport à cette adresse de base. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous voulez charger un module à une adresse de base, mais que manque de bol, il y a déjà un module chargé à cet endroit-là, il va falloir faire des relocations, quoi. Donc ça, pareil, load library le faisait pour vous, mais là, vous allez devoir le faire, quoi. Voilà. Donc du coup, un PE, comment c'est fichu? Donc vous avez un header MS-DOS avec un magic number et la chaîne de caractères. Ce programme ne peut pas être lancé en mode 16 bits, patati patata. Ensuite, vous avez un header NT qui va contenir une signature, un file header. Donc dans le file header, vous allez avoir notamment le champ caractéristique qui va vous dire si c'est une DLL ou un .exe. En fait, l'unique différence entre une DLL et un exe, c'est un entier en fait dans le file header. Sinon, c'est exactement pareil. C'est fichu pareil, quoi. Ensuite, vous allez avoir l'optional header. Donc, dans le optional header, vous allez avoir plein de trucs comme l'adresse de l'entry point, etc. Mais en fait, ce qui nous intéresse, c'est qu'en fait, il va y avoir ce qu'on appelle le data directory, qui va contenir des pointeurs vers la table des exports, la table des imports, la table des relocations et l'IAT, plus plein d'autres choses, mais entre autres. Voilà. Donc nous, pour les relocations, on va vouloir suivre ce pointeur des relocations. Alors là, j'ai un petit problème de slide, en fait, c'est celle-là en premier. Pardon. Du coup, quand vous allez suivre ce pointeur, vous allez vous retrouver face à des blocs de relocation. Donc du coup, un bloc de relocation, c'est quoi? C'est les 4 premiers bytes qui vont contenir l'adresse virtuelle relative à partir duquel sont concernées toutes les entrées de relocation qui vont suivre. Après ces 4 bytes, on a la taille du bloc, la taille de tout le bloc, suivi des entrées de relocation. Les entrées de relocation, c'est quoi? C'est des nombres entiers de 16 bits. Les 4 bits de poids fort, ça va être le type de relocation. Donc en fait, il y a 2 types de relocation. Un type de relocation qui sert à quelque chose et un type de relocation qui sert à rien. En fait, le type de relocation qui sert à rien, c'est uniquement là pour padder, en fait. C'est pour avoir la bonne taille dans votre relocation block. Voilà. Les 12 bits de poids faible, ça va être les offsets par rapport à l'adresse virtuelle relative. Voilà. Donc du coup, pour avoir le nombre de relocations, vous faites la taille du bloc moins 8. 8, c'est la taille de cette structure, divisé par la taille d'une entrée de relocation, donc un word, donc 16 bits, ça va vous donner le nombre de relocations. Vous parsez ça, vous patchez toutes vos adresses absolues, et voilà, vous avez patché vos relocations. Ensuite, votre module que vous voulez manuel mapper, peut-être qu'il a des dépendances. Donc ça, les dépendances, il va falloir les charger. Si les dépendances ne sont pas déjà chargées dans l'adresse space, il va falloir les charger vous-même, quoi. Donc là, par contre, vous pouvez utiliser load library, il n'y a pas de problème. Enfin, c'est pas, vous, ce que vous voulez, c'est cacher votre module, c'est pas cacher les dépendances. Donc du coup, vous pouvez utiliser load library, ça marche. Ensuite, il va falloir patcher l'IAT. Donc l'IAT, quand vous allez vouloir appeler une fonction, par exemple, je sais pas, par exemple create file, en fait, au moment de la compilation, on ne sait pas où est-ce que l'API, à quelle adresse c'est l'API, quoi. Donc du coup, c'est uniquement au runtime. Donc du coup, au runtime, vous allez devoir patcher l'IAT, mettre l'adresse des fonctions des dépendances dans l'IAT. Voilà. Bon, du coup, maintenant, on a codé notre injecteur, c'est cool. Maintenant, le but du jeu, c'est quoi? C'est, imaginons qu'on travaille sur un cheat qui agit de façon externe, c'est-à-dire un cheat qui va lire et écrire dans csgo.exe avec read process memory et write process memory.
Le truc, c'est que, ok, on peut lire et écrire, mais on ne sait pas où lire et écrire. Enfin, on ne sait pas, quoi. L'adresse space, il est grand, on ne sait pas. Donc du coup, en fait, quand on regarde le code du SDK, on s'aperçoit d'un truc, c'est qu'on a des pointeurs de ce genre. Des pointeurs statiques globales sur objet initialisés à nul. Donc ça, ce pointeur, c'est 4 bytes, on est en 32 bits, ça va être sur votre BSS, toujours au même endroit. C'est là le truc, c'est que ce pointeur, il sera toujours au même endroit dans votre BSS. Du coup, on a un pointeur, toujours au même endroit, qu'on va pouvoir trouver, pour accéder à l'objet qui nous intéresse, donc l'objet de notre joueur courant, qui va contenir la position, etc., la vie, enfin plein de trucs intéressants. Le problème, c'est qu'il faut trouver où est situé ce pointeur. Donc pour ça, il n'y a pas de méthode déterministe, enfin, ça va être du cheat engine. Cheat engine, vous avez le SDK à côté, vous voyez la gueule de l'objet en mémoire. Du coup, par exemple, je ne sais pas, vous allez chercher la vie du joueur, vous savez que c'est contigu en mémoire, du coup vous remontez et vous allez trouver l'adresse de base du joueur. Vous cherchez en mémoire toutes les adresses qui contiennent l'adresse de base du joueur et vous allez finir par retomber sur ce pointeur. Donc voilà. Donc le truc, c'est que c'est chiant. Enfin, du coup, le jeu en ce moment, il est updaté tous les 3 jours. Vous n'avez pas envie, donc du coup, les offsets ils changent. Dans la BSS, le pointeur il est plus au même endroit. Vous n'avez pas envie de faire du cheat engine tous les 3 jours, c'est un non-sens, quoi. Donc du coup, ce que vous allez faire, c'est des signatures. En fait, quand vous allez trouver l'adresse de ce pointeur, vous allez placer un hardware breakpoint pour savoir où est-ce qu'il est lu. Donc là, par exemple, c'est une fonction qui va lire le pointeur sur la BSS. Donc c'est un offset. Donc là, ce que vous faites, c'est que vous prenez les bytes qui composent, par exemple, l'instruction LEA suivie des 2-3 moves après, et vous en faites une signature. Donc voilà, par exemple là. Donc là, en fait, là, on a l'offset en dur. Quand le jeu va être mis à jour, cet offset, il va changer. On veut le retrouver. Du coup, ça va ressembler à ça. En fait, nous, ce qu'on veut trouver, c'est les X. Du coup, voilà notre signature. Là, vous avez vu que j'ai remplacé l'offset par des zéros. Les zéros, ça va être notre wildcard. Quand on va scanner, par exemple, je ne sais pas, vous voulez trouver des offsets dans client.dll, vous allez scanner le point texte avec cette signature pour trouver le pointeur sur notre joueur courant. Voilà, donc du coup ça va nous permettre en fait de pas faire de cheat engine, quoi. À chaque fois qu'il y a une mise à jour, on lance notre scanner, de signature et hop, on a tous les offsets, quoi. Donc là j'ai parlé pour le pointeur sur le joueur courant, mais ça va falloir faire pour tous les trucs, quoi. Il n'y a pas que l'objet du player courant, il y a aussi la liste des ennemis, il va falloir faire ça pour tous les trucs. Donc au début, faut le faire une fois, quoi, c'est chiant, mais après une fois qu'on a toutes les signatures, à chaque fois que le jeu est updaté, c'est magique, quoi, on a tout. Du coup, voilà. Donc là, petit fun fact. En fait, le truc, c'est qu'il y a certains codeurs de cheat qui veulent protéger leur offset. C'est-à-dire qu'en fait, ils release un cheat, mais ils veulent pas. Ils ont trouvé un offset cool. Ils veulent pas le partager. Donc du coup, ce qu'ils se disent, c'est que, c'est très facile de poser un breakpoint sur write process memory, de voir à quelle adresse il écrit et d'en déduire l'offset en faisant une simple soustraction. Donc du coup, ce qu'ils se disent, c'est qu'ils vont packer leur cheat. Comme ça va détruire la table des imports, on ne pourra plus poser le breakpoint facilement sur write process memory. Et voilà, le problème c'est que ça ne marche pas du tout. C'est pour ça que c'est un fun fact. En fait, le truc c'est que write process memory, il utilise une fonction native qui s'appelle nt write virtual memory. Comme toutes les fonctions natives de Windows, c'est situé dans ntdll. ntdll, c'est chargé, à chaque fois que vous lancez un exécutable sous Windows, vous n'avez pas le choix. ntdll, il est chargé. Enfin, paquet ou pas paquet, ça n'a rien à voir. Enfin, ntdll, il sera chargé. Toujours au même endroit en plus, donc du coup, vous allez pouvoir breaker sur nt write virtual memory, qui prend en paramètre, tout comme write process memory, l'adresse à laquelle écrire, et vous allez pouvoir retrouver comme ça les offsets très facilement. Donc du coup, ne faites pas ça. Ça marche pas. Ok. Maintenant, je vais parler de VAC, donc de l'anti-cheat. Donc le jeu, en fait, il vient avec un anti-cheat pour vous empêcher de tricher, quoi. Alors VAC, c'est quoi? C'est plusieurs modules. Ça va être des modules DPE, quoi. Il n'est pas sur votre file system, il n'est pas sur votre disque dur. Donc il va être, en fait, ce qui va se passer, c'est que steamservice.exe, il va aller chercher sur un serveur VAC. Il va le mettre en chiffré dans son point data. En plus, ça va être streamé, c'est-à-dire qu'il va pas aller le chercher en une fois. Il va être téléchargé petit bout par petit bout, donc c'est super chiant, quoi. Et ensuite, il va le manual mapper exactement comme on a vu tout à l'heure. Il va le manual mapper dans steam.exe. En fait, on sait que VAC il est dans steam.exe parce que, en fait, si vous monitorez, quand vous jouez, si vous monitorez, vous verrez qu'en fait steam.exe il open des handles sur tous vos process actifs. Donc du coup, là, on se dit, il y a quelque chose qui se passe dans steam.exe, quoi. Voilà. Le truc, c'est que, donc en fait, VAC, c'est différents modules, ils vont pas être chargés en même temps. C'est-à-dire que vous allez pouvoir lancer le jeu une fois, il va charger quelques modules,
vous allez quitter le jeu, le relancer, il va charger d'autres modules. Donc en fait, c'est chiant. Voilà. VAC, il ne va pas vous bannir immédiatement. C'est-à-dire que même si vous êtes détecté, il ne va pas vous bannir tout de suite. Il va attendre des semaines. Vous ne pourrez pas faire des tests en mode je teste une technique de cheat. Si je me fais ban tout de suite, bah, ça veut dire qu'elle ne marche pas, je suis détecté. Non, ça ne marche pas comme ça. Vous n'avez aucune information. C'est chiant. Voilà. VAC aussi, c'est qu'en userland. Il n'a pas de module kernel. Donc ça, c'est cool. Voilà. Donc du coup, ce qu'on va vouloir faire pour l'analyser, vu qu'il n'est pas sur notre file system, bah, va falloir le dumper un moment, quoi. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va RE un peu Steam service.exe pour savoir quand est-ce qu'il va manuel mapper VAC dans steam.exe. Donc pour ça, bah, on regarde les imports, on regarde quand est-ce qu'il va ouvrir steam.exe, on remonte un peu, bref, on s'y retrouve. Du coup, le problème, c'est qu'après, il va falloir, comme je vous l'ai dit, VAC, il est dans le point data, mais on ne sait pas où. Voilà. Donc du coup, ça, en fait, c'est une fonction qui va être appelée avant que steam-service.exe manual map le VAC dans steam.exe. Donc du coup, il se passe quoi? En fait, cette fonction, quand elle est appelée dans ECX, elle a un offset dans le point data. Et il se trouve qu'en fait, cet offset dans le point data, du coup, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bah, c'est possible que ce soit VAC, quoi. On a un offset dans le point data, quoi. C'est possible. Et en fait, en regardant, bah oui. Donc du coup, en fait, à l'aide de cette fonction, je peux retrouver VAC, parce qu'il y a un offset dans le point data dans ECX, quand elle est appelée. Et le truc, c'est que en fait, là, ce que fait cette fonction, dans ECX, vous avez l'offset dans le point data. Dans ECX, vous mettez dans ESI ce qu'il y a dans ECX, et ensuite, ce qu'il fait, c'est qu'il fait un CMP de ESI plus 4 de 0. En fait, dans ESI plus 4, vous allez avoir la taille de VAC, du module VAC qu'il y a derrière. Donc en fait, là, il le compare à 0. Si vaut 0, ça veut dire que le module n'a pas encore été téléchargé depuis les serveurs. Donc du coup, il va quitter. Sinon, il va le manuel mapper. Voilà. Donc du coup, ce qu'on peut faire, c'est poser un breakpoint ici, regarder si c'est à 0. Si c'est pas à 0, on dump tout ce qui est après ESI plus 8. Voilà. Voilà comment on dump VAC. Voilà. Après, ce qu'il fait, il va checksemer vos binaires. Donc si vous voulez modifier, bah, vous avez perdu. Truc marrant, il va checker si vous avez désactivé DSE si vous êtes sur Windows 64. Donc petit rappel, sur les versions 64 bits de Windows, vous ne pouvez plus injecter votre code dans le kernel comme ça. Votre driver, il doit être signé, sinon vous n'arriverez pas à le charger. Donc en fait, là, il regarde si vous avez désactivé DSE, parce que si vous avez désactivé DSE, vous n'êtes pas quelqu'un de normal, quoi. Vous êtes, du coup, voilà, vous avez perdu. Il va checker si vous avez placer des hooks dans kernel32.dll, donc typiquement dans load library et dans getProcAddress. Donc voilà, ne mettez pas de hooks dans kernel32.dll. Alors avant, ce qu'il faisait, c'est qu'il checkait votre cache DNS. Alors maintenant, il ne le fait plus parce que ça fait un mini scandale, mais en fait, pourquoi il faisait ça? En fait, vous avez certains codeurs de cheats qui codaient des cheats kernel et qui utilisaient des méthodes de DRM. Et en fait, en mode, seuls ceux qui ont acheté le cheat kernel connaissent l'adresse vers laquelle aller prouver qu'ils ont bien acheté le cheat. Donc du coup, si dans votre cache DNS, vous aviez cette adresse que seuls les gens qui ont acheté le cheat connaissent, bah, vous vous ban. Bref. Voilà. Après, ce qu'il va faire, c'est qu'il va ouvrir tous les process actifs et il va regarder ceux qui ont un handle ouvert sur csgo.exe. Si vous avez un handle ouvert sur csgo.exe, c'est que vous êtes en train de faire des trucs louches. Donc il va aller lire la mémoire, voir ce qui se passe. On a parlé de coder notre injecteur. On aurait très bien pu utiliser un injecteur public. Il y en a plein, un injecteur DLL, il y en a plein, ça a déjà été fait, quoi. Il va checker si vous utilisez un injecteur public. Donc je sais pas, par exemple, au hasard, Extreme Injector, si vous l'utilisez, vous avez perdu, vous allez vous faire ban. C'est pour ça, codez vos tools. Après, ouais, voilà, VAC, il marche principalement par signature. C'est-à-dire qu'il a une énorme database de cheats connus, quoi. Si vous utilisez un cheat public, bah, rêvez pas, vous allez vous faire avoir. Voilà. Si vous réalisez un cheat public, les 3 premiers jours ça va être bon, mais après il va être ajouté à la database. Voilà. Gardez vos cheats privés. Alors après, ce qu'on peut faire, sinon, c'est release le cheat avec les sources et utiliser ce qu'on appelle un loader. J'aime pas trop ce terme. En fait, ça va être de rajouter du code qui fait rien dans les sources pour modifier en fait, la signature en fait. Changer l'ordre des structures, donc les champs dans les structures, changer l'ordre. Et chiffrer vos chaînes. En fait, ce que fait VAC, c'est qu'il va scanner toutes vos chaînes, toutes vos literals. Donc, n'oubliez pas de, xorez-les au runtime, quoi, pour les déchiffrer. Voilà, sinon, voilà. Bref. Alors après,
au niveau, donc là par exemple, je vais parler d'un no-flash. Alors en fait, dans le SDK, on peut trouver une variable, donc un attribut qui s'appelle m_fl pour float, flash max alpha. Donc c'est un float entre 0 et 255. En fait, ça, quand vous allez vous faire flasher, votre écran il va devenir tout blanc. Donc du coup, la composante alpha, elle sera complètement opaque, elle sera à 255. Et au fur et à mesure du temps, elle va diminuer jusqu'à que vous puissiez revoir quelque chose. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un thread qui va faire une boucle infinie, qui va checker la valeur de cet attribut. Et dès qu'elle est supérieure à 0, hop, on remet 0 dedans. Du coup, bah, vous avez une flash transparente. Voilà. On le verra à la fin, il y a une petite démo, donc on pourra voir. Alors, dans la version 2013, donc comme j'ai dit, Source Engine il a été mis à jour en 2013. En fait, ils ont rajouté un effet glow. Donc un effet glow, c'est quoi? Ça va être de décider des contours autour des modèles 3D. C'est géré par une classe qui s'appelle Glow Manager. Bref, il y a deux booléens à 7, donc un pour activer le glow et un pour lui dire si on veut afficher le glow même quand le modèle n'est pas visible. Donc en fait, c'est exactement ce qu'on veut en fait. C'est afficher le glow quand le modèle n'est pas visible. C'est exactement, c'est parfait. Voilà, et on peut set la couleur du glow. Donc vous verrez après quoi. Après derrière, le moteur il utilise le stencil buffer pour afficher l'effet glow autour des modèles. Voilà. Ok. Donc là on a déjà un Wallach. Pour un ESP, ce qu'on va vouloir faire, c'est afficher des trucs en plus. Parce que là on peut afficher un glow, mais c'est tout quoi. Nous on veut afficher ce qu'on veut quoi. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que en fait, les méthodes d'affichage dans le moteur, elles sont virtuelles. Elles sont virtuelles quoi. Donc du coup, petit rappel en C++, quand vous avez un objet en mémoire, les 4 premiers bytes en 32 bits, ça va être votre pointeur sur la vtable. La vtable qui est une table de pointeurs sur fonction pour les méthodes virtuelles. Donc là, bah, c'est parfait. On va pouvoir se hooker très facilement. On va chercher l'index dans la vtable. Donc en fait, l'objet il s'appelle G_PVGUPanel. En fait, ça va être l'objet qui va afficher le HUD. C'est-à-dire, par exemple, vous avez votre scène 3D, mais vous avez par exemple la vigue tout en bas à gauche. Elle ne change pas, elle est toujours au même endroit, quoi. Donc ça va être, cet objet, il va s'occuper d'afficher tout ce stuff. Et il a une méthode pour dessiner, quoi. Donc, du coup, et cette méthode est virtuelle. Donc du coup, on va pouvoir la hooker de cette manière, en réécrivant le pointeur sur fonction dans la vtable. La méthode, elle s'appelle paintTraverse. Elle est située à l'index 41 dans la vtable. 41, bah, du coup, il n'y a pas de secret, quoi. Vous prenez toutes les pointeurs sur fonction un par un et vous regardez où est-ce qu'elles vont, jusqu'à trouver la bonne, quoi. Voilà. Donc là, c'était la 41e. Voilà. Oubliez pas que quand vous hookez une méthode virtuelle C++, vous êtes en calling convention syscall. C'est-à-dire que le premier paramètre, ça va être le pointeur sur votre objet courant. Si vous l'oubliez, vous allez avoir un décalage dans vos arguments, vous allez injecter votre cheat, ça va planter, vous allez rager. C'est juste que vous avez oublié que le premier argument, c'est le pointeur sur l'objet, quoi. Voilà. Donc ça, c'était dans le cadre d'un cheat injecté dans csgo.exe. Maintenant, si on veut faire un ESP de façon externe, c'est-à-dire un autre processus qui lit et écrit via read process memory et write process memory, en fait, comment ça se passe? Vous allez devoir lancer votre jeu en mode fenêtré, pas en mode full screen. Pourquoi? Parce que la stratégie, ça va être d'ouvrir une fenêtre transparente et de dessiner dessus. Si vous lancez le jeu en mode full screen, bah, vous n'allez pas voir ce que vous allez dessiner sur votre fenêtre que vous venez de créer, donc ça ne marchera pas. Donc lancez votre jeu en mode fenêtré, créez une fenêtre en mode transparent et dessinez dessus. Vous récupérez les positions des ennemis, vous aurez des positions 3D, vous les transformez en position 2D, et du coup, bah, voilà, vous avez un Wallach ESP, quoi. Voilà, voilà. Pour le triggerbot, comment ça se passe? Alors en fait, dans votre objet joueur, vous avez un champ qui s'appelle m_InCrosshairID, qui contient l'ID dans la table des ennemis de l'ennemi actuellement visé. Donc c'est parfait. Du coup, vous parsez votre table des ennemis, vous allez taper directement à cet ID, vous allez avoir votre ennemi, et du coup, voilà. Donc du coup, ce que vous faites, c'est que les attaques, elles sont gérées par un booléen. C'est-à-dire qu'en fait, en mémoire, vous avez un booléen. Si vous le setez à 1, le moteur, il va faire une attaque. Donc du coup, dès que vous avez le bon ID, vous mettez le booléen à 1, et c'est voilà, c'est fini. Le moteur, il va lancer une attaque, et vous avez un triggerbot. Dès que votre viseur il croise un ennemi, bim, vous avez une attaque qui est lancée. Voilà. Donc pour conclure, codez vos tools, très important. En fait, VAC, c'est par signature quoi, principalement. Donc, utilisez pas de tool public, utilisez des RAM publics quoi. Gardez vos cheats privés, voilà, vous vous ferez pas avoir. Sinon, si vous utilisez un cheat public, modifiez les sources quoi, at least quoi.
Là, j'ai pas parlé de cheat kernel, donc ça peut être pas mal de mettre votre cheat, de coder un driver, quoi. Après, bon, il y a toujours le problème que maintenant, on est tous sur un Windows 64 bits, donc du coup, c'est un peu problématique pour s'injecter dans le kernel, bien qu'il y ait un truc qui s'appelle DSEFX, enfin bref, je vais pas en parler, mais il y a toujours moyen, quoi. Du coup, voilà. Et aussi, un cheat kernel, ce que vous allez pouvoir faire, c'est du decom, c'est-à-dire modifier les structures du kernel en mémoire pour, par exemple, cacher. Par exemple, vous allez avoir vos handles ouverts sur csgo.exe. Vous allez pouvoir faire du decom pour cacher en fait tous vos handles ouverts sur csgo.exe. Donc ça peut être très pratique. Surtout qu'en plus, là, vous avez un net avantage parce que VAC, il n'a pas de module kernel. Si VAC avait un module kernel, il y aurait plus de fun parce que dans le kernel Windows, vous avez des méthodes pour register des callbacks sur certains événements. Par exemple, vous pouvez register un callback dans le kernel dès que vous ouvrez un handle sur csgo.exe. Donc là, il y a du fun qui peut être... enfin, il peut y avoir du fun, quoi. Et si vous supprimez le callback, ça va être checké et il va vous ban. Enfin bref. VAC, de toute façon, il n'a pas de module kernel. Voilà, donc du coup, petite démo. Ok. Ok, alors là, c'est une démo de 1 minute. Donc là, en fait, j'ai lancé le jeu et je me suis pas encore injecté. Donc là, j'ai affiché la console. En fait, ce que je fais, c'est que quand je m'injecte, j'utilise les fonctions du SDK pour afficher des messages dans la console, au début pour débugger, quoi, un peu. Donc là, je vais lancer la démo. Donc au début, je vais montrer le no-flash. Hop. Voilà, donc là, je me suis injecté. J'affiche du stuff dans la console. Donc il y a les œufs. Voilà. En fait, ce que je fais, donc là, je vais lancer une flash. J'ai pas encore activé mon cheat. En fait, j'ai codé des raccourcis clavier pour activer mes cheats. Donc là, je me suis pris une flash. L'écran il est tout blanc. C'est horrible. Voilà. Donc là, on le voit pas, mais j'ai appuyé sur F1 pour trigger en fait mon cheat no flash. Voilà. Donc là, je lance une flash et hop, voilà. Donc du coup, on a une flash transparente. Voilà. Donc ça marche, c'est cool. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais activer le glow. Hop, et voilà. Et voilà. Donc du coup, on a le glow. Là, j'ai désactivé, donc je peux le toggle, quoi. Voilà, c'est cool. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais activer le trigger bot. Voilà. Donc là, en fait, ce que je fais, c'est que je passe super rapidement sur les ennemis. Donc en fait, jamais de la vie vous pourrez appuyer au bon moment, quoi. Mais avec un trigger bot, bah si, quoi. Voilà. Donc là, j'ai activé le hook sur Paint Traverse. Donc du coup, j'affichais les SE au niveau des ennemis. Voilà. Et donc du coup, bah, vu que j'affiche en 2D, quoi, il n'y a pas de question de profondeur, quoi. Enfin, j'affiche et puis c'est tout, quoi. Voilà. Et là, c'est fini. Il n'y a plus rien de. Voilà. Là, c'est fini. Hop. Est-ce que vous avez des questions? Ouais. Alors, moi j'ai deux questions. Donc, la première, c'est Steam Service qui télécharge VAC. Ce serait pas possible via un trafic avec DNS ou autre de le renvoyer vers un serveur à nous et de lui faire télécharger un truc qui ne fait absolument rien? Ouais, mais en fait, allô. En fait, s'il échoue à injecter VAC, en fait, tu n'arriveras pas à jouer, en fait. Ah, mais il injectera ce qu'il a téléchargé, mais ça fera juste rien. Alors après, j'ai pas essayé, mais à mon avis, c'est quasiment impossible que ça marche. Okay. J'essaierai, ouais, mais ça. Ok. Non, c'est. Ok. D'accord. Ok. Ouais, c'est clairement trop facile. Enfin, non. Ok. Et ma deuxième question, c'est lorsque on dessine sur une fenêtre transparente avec un sheet externe, du coup, tes événements souris et clavier vont arriver sur ta fenêtre transparente. Tu peux envoyer les événements sur, tu peux, donc tu as send input dans l'API Windows qui va te permettre de faire ce que tu veux. D'accord, ok. Voilà. Ok, d'accord, merci. Ouais, j'imagine que tu le vends pas. J'ai pas entendu. Ouais, j'imagine que tu vas pas le vendre. Non, faites pas ça, quoi. Faites ça pour le fun. Vendez pas vos cheats, quoi. Enfin. Non.
Ouais, alors je me demandais, est-ce qu'il n'y a pas des checks au niveau du serveur pour justement vérifier si tu fais pas des actions qui sont un peu bizarres. Par exemple, tu parlais de modifier l'argent ou de modifier la position de ton joueur, enfin des trucs comme ça. Il y a des checks côté serveur ou... J'ai pas parlé de modifier la position des joueurs. Ouais, ouais, tu parlais juste de... Mais par exemple, pour l'argent, l'argent, ouais. Alors en fait, ça, l'argent, c'est comme je t'ai dit, fais-le pas, c'est obvious. Hein. Le serveur va. Ah ouais, c'est mort, il te banne. Ça, c'est un des checks les plus faciles à faire. Tu vas te faire kick du serveur. Et je me demandais, il n'y a pas des... Il n'y a pas comment aussi d'autres manières de se protéger côté serveur, c'est-à-dire de ne pas te passer toutes les positions et tout. Est-ce qu'ils font ce genre de truc? De bypasser les positions? Bah, en fait, c'est-à-dire, est-ce qu'ils font des checks où ils pourraient ne pas te donner toutes les positions des joueurs? Non, est-ce que c'est quelque chose où ils répliquent toutes les positions des joueurs? Ils te donnent toujours tout. Pour des questions de perte, d'interpolation. D'accord, merci. Une autre question? Ouais, alors c'est peut-être une question idiote, mais au lieu d'interdire la mise à jour de l'argent, est-ce que tu peux lui donner une valeur négative? Parce que du coup, bah si, parce que ça va être checké, mais le check il va être fait de la même manière sur le serveur avec un peu de chance. Il va vérifier que 9 moins 4 ça fait 7 et non, 9. En fait, à chaque fois que tu vas acheter une arme, ça va être envoyé au serveur. Le serveur il va loguer ça et dès qu'il va se passer un truc louche, tu vas être kick. D'accord. Et sinon, je suis content, il y avait au moins un float dans l'histoire, mais alors un float entre 0 et 255, j'ai pas compris pourquoi c'est un float. Ouais, ça. Au début, je croyais, vu que c'était un float, au début je croyais que c'était entre 0 et 1, mais non, c'est entre 0 et 255. S'il y a encore des questions. Bon, moi j'en ai une, hein, quand même. Ouais. Voilà. Sur le principe, il y a un truc qui me chagrine. Comment ça se... On peut pas avoir d'overlay quand on est en full screen? Si, tu peux, en hookant les fonctions de rendu. Ouais. Tu hookes les fonctions de rendu et ok. C'est clairement plus facile de faire une fenêtre transparente. C'est 1000 fois plus facile. Ok, parce que bêtement, hein, Steam il a son overlay sur ton jeu, donc ça paraît assez bizarre. Non, c'est complètement possible. Même Mumble le fait. Ouais, non, c'est possible, mais c'est beaucoup plus difficile. Ok. Et autre question, Vax sous Linux, ça donne quoi? J'ai pas tout ce qui est Mac, Linux, j'ai pas regardé. Ok. De toute façon, le jeu c'est sous Windows quoi. Ouais. Donc tu disais qu'a priori on peut se hooker sur les fonctions de rendu sans que ça puisse provoquer, sans que ça fasse réagir vague du coup. Non, tu peux te hooker sur les fonctions de DirectX. D'accord. Et est-ce que du coup c'est pas possible d'utiliser ces hooks là pour directement mettre tes instructions de cheat et pour que ce soit un peu plus discret? Est-ce que c'est pas possible de se servir directement de ça? Tu peux hooker DirectX, tu peux afficher ton stuff, ça va marcher, mais c'est plus compliqué parce que DirectX, je sais pas si tu vois le bordel. C'est plus simple d'afficher une fenêtre transparente. Hein. Mais tu peux. Hein, après, si tu veux coder un cheat vraiment sophistiqué, machin, il faut que tu te diversifies. Ouais, faut que tu aies des hooks DirectX, etc. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci. Merci.